Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait des recherches sur mon arbre à moi. En effet, cette dernière année, je me suis concentré sur les généalogies de mes amis ou même de personnes inconnues. Sur mes 3000 ascendants directs que j'ai retrouvés, absolument tous étaient français, ou étaient en tout cas sur le territoire que nous appelons aujourd'hui la France. Plus de 90% d'entre eux étaient agriculteurs, dont presque la moitié étaient vignerons dans la région du Rhône. Comme la grande majorité des personnes de cette époque, ils sont restés dans les mêmes villages de génération en génération. Je ne doute pas qu'ils aient vécu de grands événements et parfois de belles histoires dans leur vie, mais c'est vrai qu'il est compliqué de se les imaginer sans images ou traces écrites. J'avais pu retrouver dans la presse ancienne quelques articles de certains de mes ancêtres pour apprendre que c'étaient des voyous. Ça rajoute certes un petit peu de piment à ma généalogie, mais on est loin de l'aventure et des voyages migratoires que je peux observer chez certaines familles. Chez moi, les premiers à être partis un peu à l'aventure étaient mes grands-parents paternels. À la fin des années 40, mon grand-père Georges travaillait pour la société grenobloise Nerpic, située à Saint-Martin-d'Hères. Quand la société ouvre en 1950 une usine à San Fernando, juste au nord de Buenos Aires en Argentine, mes grands-parents et leurs filles, âgées de moins d'1 an, prennent le bateau pour s'installer là-bas. Ils y restent 4 ans jusqu'en 1954. Au début des années 1960, ils habitent en Algérie française, alors en pleine guerre d'indépendance. Ils y vivront jusqu'en 1962, date à laquelle l'Algérie devient indépendante. Sans compter mes parents, ce sont donc les seuls événements à l'étranger que j'ai pu relever dans ma généalogie. Mais cet été, l'arrivée de ma nièce a donné un petit peu de couleur et d'aventure à mon arbre. Laissez-moi vous montrer tout ça. Ma petite sœur Marilou et son compagnon Yoran viennent donc d'avoir un enfant, Livy, né le 6 août dernier. Voilà qui me donne encore un prétexte pour fouiller dans des archives. Je me suis donc mis en tête de créer l'arbre de Livy et Yoran en me disant que je trouverais peut-être plus de fantaisie et d'aventure que dans l'arbre franco-français de Marilou et moi. Et je n'ai pas été déçu. Les parents de Yoran sont français, mais pour ses grands-parents, on change déjà de pays. Ses 2 grands-parents paternels sont espagnols, et son grand-père maternel biologique est québécois. Moi qui pensais m'être débarrassé des Québécois après ma dernière vidéo, je ne m'imaginais pas être aussi loin de la vérité. Mais je vais commencer par vous parler de cette branche française. En la remontant, je suis tombé sur 2 ancêtres qui ressortent un peu du lot et ont retenu mon attention. Antoinette est donc la grand-mère maternelle de Yoran. Son père était Claude Joseph Tessier. Au cours de mes recherches, j'ai appris que Claude était un pilote et ingénieur en aéronautique, ayant notamment participé à la Seconde Guerre mondiale au sein des forces françaises libres. Il habite au Brésil quand la guerre éclate. Et en 1942, il a 37 ans lorsqu'il rejoint Londres. Ils ne seront que quelques dizaines de milliers à combattre au sein de ces forces françaises libres, armées sous le commandement de Charles de Gaulle, constituées de personnes qui, comme lui, ont décidé de continuer à se battre après son fameux appel du 18 juin 1940. Claude faisait partie du groupe de bombardement Lorraine, une unité des forces aériennes françaises libres qui fut renommée l'escadron numéro 342 en 1943 quand elle est intégrée au commandement de la Royal Air Force, donc l'armée anglaise. On retrouve dans le livre « Videz vos poches, histoire du groupe Lorraine » par Lambermont, l'extrait suivant. Tessier est un bien curieux capitaine. Brillant ingénieur d'aéronautique, il ne se pique de rien mais a des lumières sur tout. Abandonnant la vie facile qu'il menait en Amérique du Sud, il est venu à Londres s'engager dans les forces aériennes libres. La limite d'âge pour les vols de guerre est fixée à 35 ans dans la Royal Air Force. Tessier est très tangent mais possède des artères de 20 ans. Il se fit très persuasif et réussit à forcer la décision de l'Air Ministry. Je trouve ça génial de pouvoir retrouver ce genre de témoignage sur l'un de ses ancêtres. Pour retrouver les Français libres, je vous invite à visiter ce site, françaislibre.net. Sur la page de Claude Joseph Tessier, on y trouve notamment cet extrait, ses différentes décorations ou encore cette photo de son équipage avec comme sous-titre « Un équipage insolite aux Lorraine, un malgache, un ancien, un gosse et un mutilé ». Apparemment, ce serait un extrait du numéro 174 du magazine Icar que j'ai retrouvé sur eBay pour 10 €. Encore merci à celles et ceux qui me font des dons sur Tipeee, c'est grâce à vous que je peux faire ce genre d'achat. Quelques jours plus tard, j'ai donc reçu le magazine, qui est bien plus fourni que ce que je pensais.
Il est de très bonne qualité, plus de 120 pages de photos et d'articles sur le groupe Lorraine durant la Seconde Guerre mondiale. Des portraits, des petites biographies, des histoires de guerre et de batailles aériennes, le tout raconté par les combattants de cette époque. Et au milieu, l'article sur le Malgache, l'ancien, le gosse et le mutilé, accompagné de la même photo de ce groupe que j'ai retrouvé sur le site Français Libre. L'article commence par un texte de Claude Tessier qui nous explique qu'il est heureux de laisser la parole à son ami Georges Nativelle, qui fut son navigateur pour 51 des 86 missions de guerre accomplies aux Lorraine. Georges Nativelle, le malgache de cet équipage du groupe Lorraine, nous raconte donc leur deuxième mission, qui fut l'une des plus marquantes de la guerre pour eux. Je vous laisse en description un lien vers cet article pour celles et ceux qui auraient envie de lire ça. On peut également retrouver sur ce site la même photo ainsi que la citation de Claude à l'ordre de la division aérienne. Magnifique officier pilote qui, en dépit de tout, a voulu tenir sa place dans une formation combattante et l'a tenue brillamment. Ses belles qualités de cœur et d'esprit lui ont attiré l'admiration et la sympathie de tous. Plutôt classe. En bref, Claude, arrière-arrière-grand-père de Livy, a laissé sa marque dans l'histoire. Et j'ai retrouvé des traces de lui après la guerre sur le site Ancestry, sous forme de nombreux billets d'avion et de bateaux entre la France et l'Amérique. Il est possible qu'il ait reçu cet amour de l'Amérique du Sud par ses ancêtres, car si on remonte encore cette branche sur quelques générations, on apprend que l'un de ses arrière-grands-pères était un certain Théodore Bert, archéologue du 19e siècle, ayant surtout vécu au Pérou et en Bolivie. Théodore Bert est né en 1820 à Figeac, dans le département du Lot, ville d'à peine 10 000 habitants qui a vu naître plusieurs personnages marquants de l'histoire, comme par exemple Charles Boyer, célèbre acteur franco-américain dans les années 30-40, ou encore celui qui est peut-être le plus célèbre des archéologues du monde, Jean-François Champollion, père de l'égyptologie, célèbre pour avoir été le premier à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens à l'aide de la pierre de Rosette. C'est alors que je suis tombé sur ce prospectus du musée Champollion de Figeac, sur lequel on peut voir qu'en 2014, une exposition temporaire était dédiée à Théodore Bert, un autre archéologue donc, beaucoup moins célèbre et prolifique que Champollion, certes, mais qui nous intéresse aujourd'hui. Ces carnets de voyage, en 13 volumes, datant de 1864 à 1896, ont été retrouvés dans le grenier de la mairie de Figeac. On y découvre sa vie singulière, notamment des informations sur ses recherches archéologiques en Amérique du Sud. On retrouve sur le site Béroz, qui est une encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie, une biographie de cet ancêtre singulier de Livy, qui nous fait donc voyager un peu. Je vous mets en description un lien vers cette petite biographie, ainsi que des liens vers des documents que j'ai retrouvés sur Gallica, parlant de ses différentes contributions archéologiques. On retrouve par exemple son travail dans le bulletin de la Société de géographie de 1882, ou encore son nom apparaître dans la grande revue scientifique La Nature, dans le numéro du 31 mars 1877. Et je trouve qu'à cette époque, avoir son nom apparaître sur la même page que Charles Darwin, c'est plutôt classe. En bref, un ancêtre qui mériterait un documentaire à lui tout seul. Mais je ne vais pas plus en parler pour le moment, intéressons-nous aux autres branches qui sortent de France. Les grands-parents paternels de Yoran sont donc espagnols. Malheureusement, je n'ai pas encore fait de recherche pour ce pays. Je n'ai pas les ressources et connaissances nécessaires pour remonter cette branche, mais d'après ce que je sais, il y a de fortes chances que tout le monde soit espagnol sur plusieurs générations. Par contre, s'il y a bien une population pour laquelle je commence à avoir de l'expérience, c'est bien les Québécois. Intéressons-nous donc à Jean-Louis Audet dit Lapointe, le grand-père maternel de Yoran. La première trace que j'ai retrouvée de lui était sur Ancestry, où l'on trouve ce registre des passagers de l'Ascania, navire partant de Cherbourg le 11 septembre 1926 et arrivant au Québec, a priori le 26 septembre. On y voit Jean-Louis, âgé de 8 mois, et ses parents, Jeanne et Liliane. Son père est noté comme docteur, et il est également noté leur adresse à Montréal. J'ai eu du mal à trouver des informations sur cette Liliane et ses parents. La seule chose pour le moment que j'ai retrouvée sont des recensements à Montréal en 1901, 1911 et 1931. Sur celui de 1931, on apprend que Liliane est née aux États-Unis,
tout comme sa mère. Son père, lui, est québécois. On les retrouve 30 ans plus tôt, sur le recensement de 1901. Liliane est alors âgée de 2 ans. Sa mère, Hélène, est notée comme étant de nationalité américaine et d'origine allemande. Je n'ai pour le moment pas pu remonter plus loin, mais ça donne probablement quelque chose comme ça. Pour la branche paternelle, Audet dit Lapointe, j'ai pu aller bien plus loin. Avec toutes les ressources généalogiques québécoises dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur mon séjour au Québec, j'ai pu remonter la branche Audet dit Lapointe sur 10 générations, que des Québécois, jusqu'à un Français, Nicolas Audet dit Lapointe, né au nord de Poitiers en 1637 et arrivé au Québec en 1663 comme serviteur de Monseigneur de Laval, le premier évêque de Québec. En 1670, il épouse Madeleine Després, âgée d'une quinzaine d'années, née elle aussi en France, à Paris vers 1656. Madeleine est notée comme fille du roi. J'ai cherché ce que cela pouvait bien vouloir dire et je suis tombé sur un sujet très passionnant. J'ai passé quelques semaines à faire des recherches sur ces filles du roi et j'ai hâte de pouvoir vous raconter tout ça dans une prochaine vidéo. Madeleine est loin d'être la seule fille du roi de cette branche québécoise. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Normalement, ça va être très cool et très intéressant. À bientôt!